ABK Matin, l'interview. Bonjour Dr Yambé Timba et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Madame Picard, bonjour à Kwamo, bonjour à tous ceux qui sont dans le studio et bonjour à ceux qui nous écoutent. Bonjour docteur. Merci d'être encore des nôtres ce lundi. Avec vous, on parle des mines et vous essayez de nous dire, en fait, vous nous dites comment les mines peuvent sortir les pays africains de la misère et vous avez choisi qu'on parle de l'exemple Mbalam Nabeba entre le Cameroun et le Congo. Dr Yambé Timba. Écoutez, c'est très important de savoir que le développement de pays comme l'Allemagne est essentiellement basé sur deux choses. C'est la satisfaction des besoins alimentaires en premier et la deuxième chose, pour pouvoir satisfaire ces besoins alimentaires, l'industrie minière, dans ce qu'on appelait à l'époque la roure. Et il est assez drôle, mais en réalité moins drôle qu'étrange, et plus étrange que drôle, de constater que l'industrie minière, spécifiquement, n'a pas d'impact réel sur la vie de nos populations, alors que l'industrie minière représente une opportunité de sortir massivement les populations de la misère. Si nous ne réussissons pas à sortir les gens de la misère grâce à ces industries lourdes, alors nous maintiendrons nos pays dans le sous-développement et dans la dépendance à l'extérieur. Oui. Je vous donne quelques chiffres pour qu'on comprenne de quoi il est question. La première chose, c'est que vous avez une mine comme celle de Mbalam Nabeba. C'est à peine si on en entend parler. Oui. Les populations qui vivent dans cette zone, c'est à peine si elles sont concernées. Vous avez l'impression de voir des ministres, des investisseurs, des hauts fonctionnaires. Et avec vous, on parle des mines et de comment ils peuvent sortir les pays africains de la misère. Vous en étiez à nous parler du cas de Mbalam et de Nabeba entre le Cameroun et le Congo. Et vous nous disiez que beaucoup de Camerounais ne sont pas au courant de ce projet, Dr Yambé Timba. Fort malheureusement. On dirait que c'est quelque chose qui tombe du ciel et oui. Personne n'est vraiment au courant. Et la conséquence, c'est que vous avez un balai de hauts fonctionnaires, de ministres, de hauts cadres, etc. Mais ceux qui devraient être les vrais bénéficiaires du projet, en réalité, ne sont pas du tout impliqués. C'est à peine si les chefs sont invités à une cérémonie, etc., sans plus. Si on pense à faire des études d'impact environnemental, c'est à peine si on vient plus pour leur dire ce qu'on va faire que pour leur demander leur avis. Et pourtant, le projet Mbalam Nabeba est un projet immense. Ce projet-là, quand vous prenez simplement l'évaluation de 480 millions de tonnes de minerais de fer, à $100 la tonne au cours actuel, c'est un projet de 48 milliards de dollars. 48 milliards de dollars, c'est supérieur au PIB du Cameroun. Oui. 48 milliards de dollars. Normalement, il y a deux modes de calcul de ce qu'on appelle le bonus de signature pour les populations auxquelles les terres appartiennent. Mais vous allez constater que personne ne tient compte du fait que les terres, les populations qui vivent là ont des droits ancestraux sur ces terres. Oui, personne ne s'en soucie. Or, si on avait considéré que les terres appartiennent aux populations parce qu'elles n'appartiennent pas aux étoiles et aux nuages, à ce moment-là, il y aurait deux modes de calcul du bonus. Un, on pourrait calculer sur la base de la valeur globale du projet. Et pour permettre donc l'installation, le début de l'exploitation, on verserait 2% de la valeur globale de ces mines-là aux populations. Ça fait 960 millions de dollars. Et 960 millions de dollars, c'est-à-dire pratiquement 540, à peu près 540, 580 milliards de francs CFA, pour que ça sorte définitivement de la misère les populations de cette zone. Tout à fait. Définitivement. 580 milliards de francs CFA. Ces populations sortent définitivement de la misère. Elles construisent leurs maisons, elles font de l'aménagement des routiers, elles construisent des universités pour leurs enfants, elles construisent même de quoi avoir de l'électricité. Bref, leur vie change définitivement. L'autre façon de calculer, ça pourrait être tout simplement
de calculer sur la base de l'investissement. C'est-à-dire, c'est 10 milliards de dollars, on leur reverse 3%. Ça fait 300 millions de dollars, c'est 180 milliards. Ces gens-là, dans tous les cas, ils sortent définitivement de la misère. Le problème n'est pas de dire, moi, Yambé Ntimba, je ne suis pas originaire de Mbalam ou de Nabeba. Pourquoi on va leur donner cet argent à eux? Mais non, de là où je suis originaire, où j'ai des droits ancestraux, il y a d'autres minéraux. Et à nous de nous battre pour nous assurer qu'il y ait des investisseurs qui viennent aussi s'installer chez nous. Oui. Et donc les populations de Mbalam Nabeba peuvent sortir de la misère, mais c'est le rôle des États de sortir les gens de la misère. Sauf que vous voyez le balai qui est là, personne ne se préoccupe de ces populations-là. Mais on est en train de mettre sur pied quelque chose qui va coûter 10 milliards de dollars, c'est-à-dire 6 000 milliards de francs CFA, presque le budget du Cameroun, et qui va générer 48 milliards de dollars, c'est-à-dire quelque chose de supérieur au PIB du Cameroun. La conséquence, c'est que les populations ne sont pas intégrées. La plupart des habitants de Mbalam Nabeba et leurs environs vont se retrouver être des vigiles, les femmes vont se retrouver à vendre de la nourriture au bord de la route, les filles vont se retrouver à devoir être des prostituées, et les quelques personnes qui ont été à l'école vont être des manœuvres. Docteur, est-ce qu'un État peut se permettre de maltraiter ses propres populations de cette façon-là? Oui, docteur Yambé Ntimba, justement sur la question, pourquoi pensez-vous que les autorités traditionnelles et les populations ne soient pas associées à ces projets qui, d'une manière ou d'une autre, entraînent la destruction de leur écosystème? Alors, vous faites bien de mentionner la destruction de leur écosystème naturel. Le problème, non, quand vous dites qu'ils ne sont pas associés, ils ne sont pas associés. Ce que je viens de dire là n'a pas été fait. Donc, ces gens ne sont pas associés. Mais pourquoi est-ce que les autorités ne les associent pas? J'étais sur le point de répondre à votre question. D'accord. Parce que malheureusement, nous n'avons pas de constitution. Nos constitutions, ce sont des ramassis de textes qui ne protègent en rien le pays. En rien les populations. C'est-à-dire que vous prenez la constitution du Cameroun, elle ne vous reconnaît aucun droit sur les terres de votre grand-père. Oui. Aucun. Comment on peut avoir une constitution, c'est-à-dire une loi fondamentale, qui ne vous reconnaît à vous aucun droit ancestral, qui ne vous reconnaît aucun droit fondamental? Donc, ça nous révèle quelque chose qui est que nous vivons dans des États qui sont des fabrications dont l'objectif est de construire, d'arranger, d'organiser et de maintenir l'exploitation de nos ressources par des intérêts étrangers. Et qui doivent nous maintenir dans l'exploitation, dans la domination et dans la pauvreté. Parce que si on avait reconnu les droits ancestraux constitutionnellement à ces populations, il se passerait deux choses. La première, c'est le droit de bonus, le bonus de signature dont je viens de vous parler, qui peut être calculé de deux manières, en sachant que quand on l'indexe sur le chiffre d'affaires, sur le volume de l'investissement, on gagne moins. Quand on l'indexe sur la valeur hygiénique globale de la mine, on gagne un peu plus. Mais en même temps, à cause du fait que les terres appartiennent à ces populations-là, les terres devraient être leur apport en capital. Ça veut dire que ces populations devraient avoir au moins 20% du capital. Il y a des raisons pour cela, nous sommes dans le système OADA. Il y a des raisons pour lesquelles il faut être à au moins 20%. Ça vous assure un certain contrôle. Au moins 20% du capital des entreprises créées. Le grand avantage étant que ça vous permet non seulement d'avoir le bonus de signature qui vous sort instantanément de la misère, mais les 20% qui vous permettent d'avoir une partie des profits générés par la mine, eh bien, vous mettez tout ça dans ce qu'on peut appeler, dans mon livre, on trouvera ça, le fonds de renforcement des capacités financières des populations. Ce placement qui peut donc être utilisé par l'État dans le cadre de ces investissements lourds. On veut construire des autoroutes, on veut construire des usines, on veut construire des exploitations agricoles, on veut faire de la promotion immobilière pour loger les gens, etc. Mais il ne faut utiliser cet argent que pour investir dans des projets rentables. Ce n'est pas pour aller construire la permanence d'un parti ou d'aller construire une école primaire. L'école primaire se construit avec les dividendes qu'on a générés. Et donc, du coup, vous voyez qu'avec ça, les populations sortent instantanément de la misère. Oui. Et la solidarité liée au fait du placement dans le fonds
de renforcement des capacités financières nationales, fait que c'est le pays tout entier qui en profite et qui sort rapidement de la misère. Le problème, madame, c'est que personne n'est... C'est-à-dire qu'on ne met pas cette base qui permet aux gens de profiter réellement des richesses de la nature là où ils sont, et on laisse un État. Vous allez voir des gens qui sont arrivés là-bas, ils n'ont aucune idée de la vie de ces populations. C'est la première fois qu'ils mettaient les pieds là-bas. Oui. C'est-à-dire que les seules fois où vous allez voir certains ministres, certains hauts fonctionnaires aller se retrouver là-bas, c'est juste pour signer les papiers, inaugurer les chrysanthèmes et repartir, et ils ne partiront plus jamais là-bas. Mais c'est eux qui vont compter l'argent. Et c'est eux qui ont les commissions, les rétro-commissions, les dessous de table, etc. Et c'est eux qui contrôlent les postes les plus importants. Alors que si les populations étaient considérées comme ayant des droits ancestraux et que ça leur octroyait 20% du capital de ces mines-là, eh bien, ça leur permettrait d'avoir au moins 20% du top management, au moins 20% du conseil d'administration, au moins 20% du middle management, au mieux 20% des employés. Oui. Vous voyez qu'avec ça, les populations ayant les ressources et sachant que la mine est chez elles, là-bas, eh bien, elles pourraient construire des universités spécialisées. Puisqu'ils ont une mine et que cette mine est censée être exploitée entre 12 et 15 ans, ils vont donc construire une université qui va former leurs fils dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines liés aux ressources naturelles dont ils disposent. Vous comprenez tout le problème qu'il y a à avoir des mines quelque part et ne pas avoir des écoles de formation des ingénieurs et des techniciens des mines dans ces zones-là, mais de les avoir parfois ailleurs. Docteur, c'est un gros problème. Docteur Yambé Timba, l'université de Bertoua a été conçue également dans ce sens, avec des filières qui pourraient résoudre ce problème. Et ça, c'est pas ça, madame. Non, oui. non. La gestion néocoloniale de notre pays, il ne faut pas la suivre comme ça. D'accord ? Je ne parle pas, l'État a ses devoirs. L'État doit créer les universités. On parle de Mbalam, ce n'est pas Bertoua. Docteur Yambé Timba. Non, attendez, laissez-moi expliquer, parce qu'on risque de mal comprendre. Oui. Balam Nabeba, les gens de Bertoua n'ont pas de droits ancestraux sur cette terre-là. Oui. Donc, les gens de Mbalam Nabeba peuvent prendre les décisions qui améliorent leur vie indépendamment de ce que l'État va faire à Bertoua. L'État a le devoir d'éduquer et de former la jeunesse. Mais les gens de Mbalam Nabeba, compte tenu des ressources particulières qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas les mines de fer, il n'y a pas les mines de fer à Douala, il n'y a pas de gisement de fer à Douala. Tout à fait. Donc, ce serait totalement incongru d'avoir une université ou une filière à Douala qui forme des ingénieurs dans le domaine du fer. Ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux avoir ça là où il y a la mine, c'est-à-dire en Mbalam Nabeba. Oui. Et donc, comme si les choses sont organisées de façon correcte, ils ont les droits ancestraux sur leur territoire, donnent 20% de la mine, ils ont le bonus de signature, mais ces populations vont disposer de ressources pour faire ça. L'État peut donc, à Bertoua, créer une université qui est spécialisée dans beaucoup de choses, parce que c'est une université publique, mais ça n'empêche pas, parce que l'État ne peut pas former tous les besoins, former la jeunesse, et couvrir tous les besoins en ressources humaines. Et les gens de Mbalam Nabeba ont besoin d'un contrôle particulier des ressources de leur terroir. Ça veut dire que l'État peut créer son université à Bertoua. Ces gens-là ne sont pas obligés d'envoyer leurs enfants là-bas. Ils peuvent envoyer leurs enfants dans leur propre université. Parce qu'eux, ils ont besoin d'une formation très spécifique qui ne va pas tenir compte du fait que vous avez des recteurs, des doyens, des professeurs qui viennent de on ne sait d'où, qui ne comprennent pas la réalité sociologique et anthropologique du coin. La formation universitaire, ce n'est pas simplement dispenser des enseignements, c'est un environnement concret. Et lorsque les populations sont empêchées de créer ou maintenir un certain environnement, évidemment, il n'y a pas de développement. Parce que le développement, ce n'est pas venir construire 2-3 choses. Le développement, c'est créer un environnement, un milieu, et de saisir un moment qui permet donc aux populations de réadapter ou de réinterpréter leur contrôle sur leur environnement naturel, sur les ressources dont elles disposent et sur la projection qu'elles font par rapport
à la fois à cet environnement et aux ressources qu'on y trouve. Ce sont des questions stratégiques extrêmement importantes. Au lieu que l'État vienne vous dire « Ouais, mais on a construit une université à Bertois et vous emballe dans ce truc qui n'a aucun sens. C'est normal que l'État fasse ça. Il n'y a rien de spécial à avoir fait ça. » Par contre, si vous suivez l'État dans ce débat, il va occulter le fait que on a donné aux gens les mines de Mbalam Nabeba et que les populations n'en bénéficient pas. Oui. C'est ça la question de fond. Ces populations auraient dû avoir 20% au moins du capital de ces entreprises, ce qui leur donne des droits en termes de personnel là-dedans, mais également au moins 2 à 3% du bonus de signature. On n'a pas ça. Or, le rôle de l'État, c'est de sortir instantanément quand c'est possible, mais de sortir durablement les gens de la misère. Docteur, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce sens. Docteur Yambé Timba, est-ce que l'effectivité de la décentralisation pourrait apporter une réponse concrète à cette situation? Je vais vous dire ce que je pense, qui va peut-être pas trop ni plaire à vous, ni plaire à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, c'est un chaos total. La décentralisation, pour autant qu'elle peut proposer l'intérêt de dire on restitue 2 ou 3 petites choses au niveau local, ça ne parle pas au niveau fondamental dont je parlais, comme celui de Mbalam Nabeba et de ces populations qui ont des droits ancestraux. Oui. Le problème de la décentralisation, c'est qu'elle est fondée sur une constitution qui est mauvaise, qui est inadaptée. Et donc, si vous prenez la base qui est inadaptée, quel que soit ce que vous brodez autour, à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est inadapté. Pire, les gens qui ont rédigé cette constitution et ceux qui sont censés l'exécuter aujourd'hui, la mettre en application, ils n'ont pas défini clairement les éléments, les critères de performance de la décentralisation. Mais les critères de performance de la décentralisation, ce n'est pas les critères de performance des collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est une chose. Les critères de performance de la décentralisation au niveau de l'État central, c'est de dire si nous voulons que la décentralisation soit optimale et qu'elle soit réussie et qu'elle soit efficace, voici par exemple en termes de reversement au niveau budgétaire ce qu'il faut faire. Ces gens vous disent 15%, mais ils ne sont pas sérieux. Ça manque de sérieux. Si vous prenez le budget de l'État du Cameroun, 7 400 milliards à peu près. Normalement, on devrait reverser aux collectivités territoriales décentralisées un minimum de 3 500 milliards. Oui. Pourquoi? Parce que si vous reversez 3 500 milliards et que vous mettez 200 milliards dans chaque région pour les régions, et que vous mettez 1000 milliards dans les communes, et les autres 500 milliards, vous les mettez au prorata des besoins et de l'importance de certaines régions et communes. Si vous mettez 200 milliards dans une région, les gens qui sont là-bas sont capables de mieux gérer ça. Et en plus, vous créez des pôles de puissance secondaire qui permettent d'éviter les conflits qui existent aujourd'hui. Le problème, c'est qu'à Yaoundé, on a été habitué à bavarder et à ne rien construire de sérieux. Et donc, du coup, ils estiment que s'ils reversent 50% du budget, 40% au moins aux collectivités territoriales décentralisées, eh bien, eux, ils n'ont plus suffisamment d'argent à garder ou à détourner. Parce que c'est la CONAC qui dit qu'il détourne des centaines de milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas moi qui dis ça. Oui. C'est la CONAC qui le dit. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où, en fait, on vous dit, ouais, on donne 15%. En fait, les gens sont dans une condescendance qui n'a aucun sens parce que vous ne voyez pas ce qu'ils font au quotidien. Le pays est toujours dans la misère. Le pays est toujours gangréné par une sorte de stress permanent, de dépression. Quand vous parlez avec les gens en route, les gens sont déprimés, les gens sont stressés parce que le pays est dans la misère. Et ça, c'est à cause du fait que tout est concentré dans les mains de quelques individus à Yaoundé. Mais d'autre part, vous avez le fait que parmi les critères de performance de la décentralisation, il faut reverser une partie du budget, il faut reverser qu'une partie du personnel se retrouve là-bas. Oui. Mais évidemment, les gens qui travaillent à Yaoundé et qui travaillent dans les capitales régionales ne veulent pas aller dans les petites villes. Mais pire, ceux qui travaillent à Yaoundé ne veulent pas aller ailleurs. C'est normal. C'est à Yaoundé qu'il y a les coffres-forts les plus intéressants. Pourquoi on va aller là où il y a les petits coffres-forts? Or, en déconcentrant le budget tel que je l'ai proposé là tout à l'heure, que je le propose depuis 10 ans aujourd'hui, parce que après on en parle depuis longtemps et au moins il y a des archives, on peut trouver que c'est des choses dont je parle depuis 8-10 ans. Tout à fait. Eh bien, vous allez avoir la possibilité
d'intéresser les gens à rentrer là-bas parce qu'ils vont se dire, bon, il y a quand même 200 milliards à gérer dans cette région, peut-être qu'on va y aller, on peut accepter d'y aller. Et ça va aider à construire rapidement ces régions. Le seul problème, c'est que si vous allez dans la région, vous ne pouvez pas voler l'argent de la région. Parce que vous êtes un anonyme à Yaoundé. Vous volez comme vous voulez, personne ne peut facilement vous détecter. C'est quand il y a une grosse opération qu'on prend des gens là. Parfois, vous regardez les gens qui passent au tribunal criminel spécial, vous demandez, mais le type là, lui, il travaille même où? Or, dans la région et dans la commune, vous essayez ce genre de choses, là, les populations vous prennent tout de suite. Et les procédures peuvent être beaucoup plus simples à suivre, beaucoup plus faciles à suivre qu'au niveau national où c'est un fourre-tout. Surtout dans un pays qui n'est même pas capable d'organiser ne serait-ce qu'un système de gestion des ressources humaines. Purée, il y a des entreprises en Chine qui ont 6 millions d'employés. Comment il faut pour gérer ça? Vous avez 400 000 fonctionnaires, vous êtes incapable de gérer ça. Prenez l'intelligence artificielle, prenez la blockchain. Même l'informatique traditionnelle vous permet de gérer ça. Informatisez votre système. Donc, du coup, le problème auquel on est confronté, madame, c'est quoi? C'est que vous avez un pays qui est résistant au changement. Il peut y avoir d'autres critères en termes de performance de la décentralisation. Je ne suis pas consultant pour l'État pour faire ça. Donc, mais je crois que je dois avoir un texte où j'ai mis une liste d'environ 12 ou 15 critères de performance. Donc, ce qui se passe, c'est que l'État du Cameroun n'est pas un État du peuple camerounais. Et le fait que ce ne soit pas un État du peuple camerounais peut expliquer le fait que vous avez des mines qui vont enrichir les gens. C'est-à-dire que les gens vont exploiter une mine pendant 15 ans, vont générer 48 milliards de dollars pour eux. Mais les populations qui vivent là resteront dans la même misère. Il n'y a même pas sérieusement quelque chose qui est prévu, un plan de restauration de cette mine après. C'est-à-dire que les gens vont exploiter ça, vont partir. Et après, vous n'aurez même pas comment on va restaurer tout ça pour que la forêt repousse, pour que la pollution soit gérée et tout ça. Mais quel est cet État que nous avons qui se préoccupe de tout, sauf de son peuple? Docteur, sauf de son peuple. Docteur Yambé Timba, peut-être aussi c'est dans ce sens que Hervé Boyogono, qui est le directeur général de la Société nationale des mines, ambitionne au cours de l'année 2024 avec l'institution dont il préside les destinées d'acheter au total 6 000 kg d'or auprès des producteurs en activité dans les champs miniers du pays. Ça, c'est une initiative qu'il voudrait bien prendre dans le but justement de contribuer à constituer des réserves pour le Cameroun. Vous voulez que je rie ou vous voulez que je réponde? Je vous présente. Comment on peut être directeur général de la Société nationale des mines et manquer d'ambition à ce point? Vous êtes président, vous êtes le directeur général de la Société nationale des mines du Cameroun. Au Burkina Faso, ils font une usine pour produire 150 tonnes d'or. Vous êtes là, vous fatiguez les Camerounais en parlant de 6 tonnes d'or. Mais comment on peut manquer autant d'ambition au Cameroun? Dites-moi, ces gens sont sérieux? Le Mozambique, le Zimbabwe, 40 tonnes d'or. Le Mali, 200 tonnes d'or. Le Burkina Faso, 150 tonnes d'or. Au Cameroun, vous avez un directeur général des mines qui trouve c'est-à-dire que toute la grande ambition qu'il peut avoir, c'est 6 tonnes d'or. Ça pourrait être un début, docteur. Mais ce n'est pas un début, ça veut dire qu'il ne fait rien là. Et on n'a pas de début. Ce n'est pas une question de début, c'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie. S'il n'a aucune stratégie de développement des mines au Cameroun, on comprend très bien que ça peut s'exprimer par ce genre de manque d'ambition. On ne peut pas manquer d'ambition à ce point-là. C'est ça qui est bizarre. Et je me demande, mais son ministre de tutelle dit quoi? Vous voyez que son ministre de tutelle ne réagit pas. Il pense même que là, son directeur général est en train de creuser il enlève le plafond. Mais vous voyez le niveau d'ambition qu'on a dans notre pays. C'est-à-dire qu'on ne se soucie de rien. Il vous dit, je m'en vais aller acheter chez les petits producteurs. Quels petits producteurs? Est-ce que c'est de ça que nous avons parlé au début? Les petits producteurs sont là. Est-ce que vous structurez le secteur pour qu'il devienne industriel, pour que ces gens gagnent sérieusement de l'argent? Est-ce que la qualité, vous gérez l'environnement? C'est ça qu'il est censé faire. Et venir avec un projet de produire au Cameroun 150, 200 tonnes d'or par an. Là, nous constituons de vraies réserves. Parler de 6 tonnes d'or, on fait quoi avec? Qu'est-ce qu'on fait avec 6 tonnes d'or au Cameroun? Vous savez, le problème de notre pays, c'est que vous avez des gens
qui occupent des postes et qui passent le temps à dire, ouais, on va commencer, on va. Mais quel est ce pays qui est un cimetière à la fois de projets, de compétences, et puis de toute l'ambition de tout un peuple? Mais non, c'est pas sérieux, madame. C'est-à-dire que cette façon de parler est suffisante pour indiquer le manque d'ambition terrible de tout le gouvernement, puisqu'il devait être normalement dans un pays sérieux. Ce monsieur devait être repris par le ministre des Finances, par le ministre de l'Économie, par le ministre en charge des Mines, pour lui dire, mais de quoi vous parlez? Et le Premier ministre aurait dû le convoquer pour lui dire, mais monsieur, n'humiliez plus le pays à ce point. Vous ne pouvez pas permettre d'humilier le pays comme ça. Le Burkina Faso a moins de la moitié du PIB du Cameroun. Les gars ont une usine de 150 tonnes d'or qu'ils sont en train de construire. Vous venez de parler de 6 tonnes d'or. C'est quel pays ça? Si ça se trouve, docteur, cela peut découler d'une action concertée? Madame, laissons ces histoires qui consistent 64 ans après la pseudo-indépendance, où on a des gens qui arrivent là, qui sont en train de dire on peut commencer par. Non, on fait ou on ne fait pas. Et le problème du Cameroun, parce que pendant que vous êtes là à bavarder tous les jours, on commence par, les gens souffrent et meurent. Il faut développer le pays, c'est votre travail en tant que dirigeant du pays. Votre boulot n'est pas de dire je vais voir, non, ou je vais commencer par non. Votre travail, c'est de développer le pays. Si vous ne pouvez pas développer le pays, vous allez au quartier. C'est simple. Et pendant qu'on y est, cette Société nationale des mines, ils ont fait quoi depuis que ça a été créé, au fait? Ils ont ouvert quelle mine? Aucune. Et même là, quand ils parlent de l'or, ils ne parlent pas d'ouvrir une mine. Alors que des petits pays comme le Burkina, comme le Mali, créent des usines pour des industries minières qui peuvent les faire dans 200 tonnes d'or. Le Zimbabwe, qui stabilise définitivement sa monnaie avec le Zip Gold, passe de 16 tonnes d'or à 40 tonnes d'or par an. Le Cameroun est là, n'a même pas de monnaie. Au lieu de prendre avantage du fait qu'il a beaucoup d'or, vous avez des gens qui dirigent le secteur des mines qui ne sont pas capables d'avoir une stratégie sérieuse. Non, madame, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire que là, malheureusement, en ce moment, à la tête de nos pays, d'autres pays, de nos institutions, il manque d'ambition et il manque de méthode. Et en plus, soit c'est de l'incompétence, soit c'est du mépris pour le peuple. Enfin, je ne sais pas trop comment qualifier ça. Comment vous pouvez être au Cameroun et dire que vous allez acheter 6 tonnes d'or? Pour faire quoi? C'est avec votre question. Excusez-moi. Oui, docteur. J'ai parfois l'impression au Cameroun, madame Tikak, que vraiment, les dirigeants de notre pays, c'est des extraterrestres. C'est vraiment des gens incroyables, à contre-courant total de ce qui se passe sur le continent. Comment est-ce possible? La question reste posée, docteur Yambé Timba, parce que nous également, nous posons la question de savoir comment est-ce possible qu'on ait tous ces problèmes et qu'on n'ait pas finalement la possibilité soit de les anticiper, soit de les résoudre lorsqu'ils se posent. Et je crois que c'est avec cela. Chaque chose a une fin. Oui. La fin arrivera aussi, et j'espère qu'elle arrivera bien vite, parce que tout le week-end, j'ai pensé à nos cousins de Mbalam Nabeba, et je me suis dit, tiens, voilà des gens qui seraient définitivement sortis de la misère. Et chaque fois qu'un petit coin du Cameroun sort de la misère, c'est tout le pays qui va le ressentir. C'est toute l'Afrique centrale qui va le ressentir. Et donc, du coup, s'il y en a un qui sort de la misère, ça permet qu'il y ait beaucoup plus d'espoir pour les autres. Et ça permet que finalement, nous pouvons nous réjouir quand même qu'il y a au moins un de nos frères, qu'on a des frères qui vivent dans un coin du pays qui, eux, au moins, s'en sont sortis. Ça permet de garder l'espoir. Ça permet de continuer à se battre. Mais on dirait chaque fois, on arrive là, les gens, ils vous racontent une longue histoire et ils rebelotent. Vous constatez qu'ils ont encore bloqué la sortie de nos frères de la misère. Oui. Ce n'est pas sérieux. Imaginez tous les quelques projets qu'ils ont commencés. Vous prenez Nachtigal, 845 milliards. Si on avait mis 17 milliards en termes de bonus de signature pour les populations qui sont autour de ce qu'on appelle Nachtigal, un pays dans lequel après, c'est-à-dire que les Allemands sont partis il y a plus de 100 ans. Les gens sont incapables de changer le nom, un nom. Même pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas changer un nom. Ça continue à s'appeler Nachtigal. 100 ans après le départ des Allemands. Voilà le niveau où nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez aucun retour à ce que nous sommes, aucune fierté
de dire ce que nous sommes. Vous prenez le projet de Kribi où normalement on aurait dû, par exemple le port, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que les populations sortent de la misère? Vous prenez même la mine de fer de l'Olabé, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Vous prenez celle qui est à l'entrée de la ville là, avec notre compatriote camerounais, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Vous avez l'impression que les gens vous parlent de gros montants, de gros projets, les populations n'en ressentent aucun bénéfice, rien du tout. Alors que le rôle de l'État, c'est de sortir les populations de la misère. Le rôle de l'État, c'est de s'assurer que les populations vivent mieux. Et finalement, alors, les promesses du président de la République, quand il disait qu'il va s'assurer que tous les Camerounais puissent vivre mieux, c'était quoi? C'était juste la poudre de perlimpinpin? Encore que, docteur Yambé Timba, on a coutume de dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Merci pour ce matin. Non, madame, non. Excusez-moi, je sais que l'émission tire à sa fin, mais non. Nous ne devons jamais rentrer dans ce jeu-là. C'est le jeu des gens qui manquent de sérieux. Un être humain normal, un noir comme vous et moi, quand il dit une chose, il y croit, c'est ce qu'il fait, c'est un homme de qualité. C'est-à-dire, il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Les histoires des petits blancs là, où on vient vous raconter que non, les promesses n'engagent que ceux qui soient. Ça, c'est les promesses des gens pas sérieux. Et ça ne rentre pas dans nos cultures. Nous ne devons pas accepter ce genre de choses. Oui. Nous sommes des gens, quand nous disons quelque chose, quand nous promettons quelque chose, nous y croyons et nous le faisons. Le drame justement de nos pays, c'est que nous avons des gens qui les dirigent ou des gens qui sont là dans l'administration intermédiaire, qui ont commencé à adopter des attitudes de petits blancs, qui croient que quand ils disent quelque chose, ils ne sont plus comptables de ce qu'ils ont dit. Non, ils sont comptables de ce qu'ils disent et il faut qu'ils fassent très attention parce que nous allons demander des comptes. Il faut qu'on demande des comptes. Oui. Parce que les gens ne vont pas venir faire des promesses en l'air. On fait des promesses en l'air ici. Si vous voulez faire des promesses en l'air, vous allez en Europe. Ici, chez nous, dans notre tradition, quand vous dites une chose qui permet qu'on vous considère comme un être humain normal, vous le faites. Merci. Si vous ne le faites pas, vous êtes un fou. C'est comme ça qu'on appelle ça généralement dans nos traditions. Donc, il faut faire attention. Et ça, ce sont des petits détails anthropologiques sur lesquels nous devons toujours revenir pour attirer l'attention de ceux qui nous dirigent. C'est très important. C'est bien noté, docteur Yambé Timba. Merci pour votre passage sur nos antennes encore ce matin. Ça a été un plaisir de vous avoir. Bon début de semaine à vous.